Lorsque les hydrologues décrivent les sécheresses des années 2020, ils soulignent généralement ce qui devint visible en surface. Lits de rivières asséchés, bancs de sable exposés et cours d'eau réduits à de minces filets. Mais la véritable histoire, largement absente des rapports environnementaux et toujours dissimulée dans les notes techniques, se déroula sous la ligne d'eau. Elle débuta par une initiative de gestion hydraulique directe. Des ingénieurs sur plusieurs continents reçurent des ordres pour détourner l'eau vers des projets d'irrigation, le développement urbain et la maintenance hydroélectrique. L'objectif était utilitaire, abaisser temporairement les niveaux d'eau, évaluer l'intégrité des infrastructures et déterminer si les ponts vieillissants nécessitaient un renforcement. Mais à l'instant où les niveaux d'eau descendirent sous les minimums historiques, quelque chose d'imprévu survint. Ils exposèrent des fondations demeurées submergées pendant des siècles. Sous les ponts d'Europe et d'Amérique du Nord, à des profondeurs excédant ce que toute évaluation technique moderne avait documenté. Les équipes d'inspection découvrirent des structures de soutien ne correspondant à aucune chronologie de construction reconnue. Leur positionnement était étrange, leur profondeur était impossible, et la maçonnerie ne ressemblait à rien dans les archives officielles des ponts. Elle n'évoquait même pas les méthodes de construction de la révolution industrielle, telles que typiquement comprises. Ceci n'apparut jamais dans les déclarations officielles. Cela n'atteignit pas les revues techniques documentant les conditions de sécheresse. Pourtant, dans la documentation interne de ces années, une expression spécifique émerge de manière répétée. Profondeur de fondation sans précédent, construction anormale, incompatible avec les spécifications documentées des ponts. Le récit autorisé réduirait finalement tout cela à des erreurs de mesure, l'accumulation de sédiments créant des illusions de profondeur ou simplement des ajouts structurels mal identifiés provenant de rénovations oubliées. Rien de remarquable, rien méritant l'attention. Mais les images d'inspection de cette période, les vidéos capturées par drones sous-marins, tandis que les rivières coulaient à des niveaux records, révèlent autre chose. Elles révèlent des ingénieurs positionnés près de fondations de piliers s'étendant 40, 50, voire 60 mètres sous le lit de la rivière, des profondeurs insensées pour des ponts supposément construits pour enjamber des rivières qui, selon tous les récits historiques, ne dépassèrent jamais 15 mètres de profondeur. Des piliers de pierre sculptés avec des détails décoratifs bien au-dessous de toute ligne d'eau qui aurait dû exister. Des ouvrages ornementaux positionnés à des profondeurs où aucun œil humain n'était censé les voir, façonnés avec une précision que le béton moderne ne peut reproduire. Et plus les inspections descendaient, plus les structures cessaient de ressembler à une construction pratique de pont et ressemblaient davantage à des monuments partiellement enterrés, submergés et volontairement oubliés. Initialement, les équipes d'inspection tentèrent de tout classifier de la manière la plus simple. Les ponts devaient avoir été construits durant une période de sécheresse inhabituelle, les rivières devaient avoir été historiquement beaucoup plus basses. Peut-être y avait-il des bâtards d'eau temporaires ayant permis une construction plus profonde. Mais au fur et à mesure que la documentation s'accumulait et que des ponts supplémentaires étaient examinés, les contradictions s'amplifiaient. Pourquoi certains piliers de soutien étaient-ils décorés avec des sculptures complexes 30 mètres sous le lit actuel de la rivière? Pourquoi certaines pierres de fondation étaient-elles façonnées avec des détails architecturaux comme si elles devaient être vues depuis la surface? Pourquoi certains piliers continuaient-ils vers le bas avec un savoir-faire constant, bien au-delà de toute profondeur, que la technologie de construction de leur époque supposée pouvait atteindre? Et la question qui troubla même les ingénieurs structurels les plus conventionnels, pourquoi ces fondations inférieures étaient-elles si massives? Les ponts au-dessus nécessitaient des supports adéquats pour leurs portées et charges. Pourtant, la maçonnerie fondamentale sous les ponts du Rhin, du Danube, de la Tamise, du Mississippi et de l'Ohio semblait construite pour des structures bien plus vastes que ce qui se dresse actuellement au-dessus. Les équipes d'inspection reconnurent en privé entre elles que la profondeur et l'ampleur ne correspondaient à aucune documentation historique de construction. Et bien qu'aucune d'entre elles n'employât une terminologie comme « civilisation pré-déluge », elles reconnaissaient quelque chose d'également dérangeant. Il ne s'agissait pas simplement de fondations de ponts, c'étaient les portions supérieures de quelque chose de bien plus substantiel.
À mesure que les rapports d'inspection se multipliaient, le silence aussi. La documentation devint plus brève. Les analyses techniques devinrent ambiguës. Les images de drones cessèrent d'afficher les perspectives les plus profondes des fondations, et puis les niveaux d'eau commencèrent à remonter à mesure que les conditions de sécheresse s'atténuaient et que les projets de gestion hydraulique s'achevaient, et une grande partie de ce qui avait été révélé retourna à l'obscurité. Seuls des fragments survivent, rapports techniques, quelques fichiers vidéo et les récits discrets d'inspecteurs structurels ayant examiné les sites avant que l'accès ne soit restreint. Mais même à partir de ce qui subsiste, une configuration devient apparente. Des fondations trop profondes pour toute construction de pont documenté, de la maçonnerie trop ornée pour une infrastructure submergée, des techniques de construction semblant présumer un niveau de sol complètement différent, des supports paraissant provenir d'une époque où les rivières n'existaient pas, ou existaient à des profondeurs radicalement différentes. Lorsque les équipes d'inspection avancèrent au-delà des profondeurs de fondation attendues sous les ponts, les hypothèses étaient directes. Elles anticipaient découvrir des piliers de soutien s'étendant peut-être 10 à 15 mètres sous le lit de la rivière, standard pour les ponts de leur date de construction documentée. Rien d'étrange, rien d'exceptionnel. Mais en quelques jours, ces attentes se désintégrèrent, car plutôt que de se terminer à des profondeurs raisonnables, les fondations continuaient vers le bas à travers couche après couche de sédiments du lit de la rivière, s'étendant à des profondeurs qui ne devraient même pas exister. La première anomalie fut l'ornementation. Des piliers de pont 30 mètres sous la surface affichaient de la pierre sculptée, des moulures décoratives et des embellissements architecturaux identiques en qualité aux portions visibles au-dessus de l'eau. Une logique de construction différente ne devrait pas présenter cela. On ne décore pas ce qui ne peut être vu. On n'investit pas dans l'artisanat pour une infrastructure qui sera enterrée dans les lits de rivière. Pourtant, sous les ponts de 2 continents, ils le firent. Des corniches positionnées 40 mètres plus bas, des figures sculptées 20 mètres sous la boue, des détails architecturaux maintenant, le même standard esthétique même lorsque divisés par des profondeurs qui auraient dû être de la terre solide selon toute étude géologique. C'était comme si quiconque avait construit ces ponts les avait bâtis lorsque le niveau du sol était considérablement plus élevé, ou lorsque les rivières n'existaient pas du tout. À mesure que les équipes d'inspection documentaient plus profondément, les anomalies devenaient plus troublantes. Sous les bases de fondations anticipées, elles rencontrèrent la continuation d'éléments structurels ne ressemblant en rien à une construction enterrée pratique. Des colonnes de soutien substantiellement plus grandes, des assemblages considérablement plus raffinés, des configurations paraissant trop sophistiquées architecturalement pour quoi que ce soit destiné à être caché sous terre. Certaines fondations comportaient des arches et des espaces voûtés avec une géométrie parfaite, exécutés avec une précision ne correspondant pas aux méthodes grossières de construction par Batardeau documentées pour leur date de construction supposée. Ce n'étaient pas des caractéristiques de construction temporaire destinées à être enterrées. C'étaient des éléments architecturaux permanents, conçus pour être vus, conçus pour être impressionnants, et puis arriva la découverte qui troubla même les ingénieurs civils les plus expérimentés. L'impossibilité de la construction elle-même. La construction moderne de ponts dans les rivières nécessite d'énormes batards d'eau, des opérations de pompage d'eau et des déviations temporaires pour créer des environnements de travail secs. Ces opérations sont coûteuses, complexes, et laissent une documentation extensive. Pourtant, il n'existe aucun registre historique d'opérations de construction adéquates pour construire à ces profondeurs. Aucune documentation de batards d'eau atteignant 40 mètres sous le niveau de l'eau, aucun compte-rendu des opérations massives de pompage qui auraient été requises. Aucun registre de déviation de rivières suffisamment vaste pour permettre une construction à sec aux profondeurs que nous savons maintenant que ces fondations atteignent. Les calculs techniques effectués sur les images de drones démontrent cela sans équivoque. La capacité de pompage requise, les matériaux nécessaires pour les batards d'eau, la main-d'œuvre nécessaire, tout aurait dépassé les ressources documentées de leurs époques de construction de plusieurs ordres de grandeur. Ces fondations apparaissent comme si elles avaient été construites en plein air,
puis ultérieurement enterrés sous des mètres de sédiments et de montée des eaux. Mais le détail le plus troublant n'était pas ce qui surgit dans les images d'inspection, c'était ce qui n'apparut pas dans les archives. Les histoires autorisées rédigées sur ces ponts mentionnent à peine les profondeurs de fondation. Certains schémas techniques ne montrent que des semelles peu profondes. Des aspects particuliers de la structure submergée sont entièrement omis de la documentation historique, même si les preuves vidéo démontrent qu'elles étaient bien plus étendues que rapportées. Le silence est difficile à ignorer, car si ces fondations appartenaient réellement aux dates de construction documentées, pourquoi leurs profondeurs réelles n'ont-elles pas été enregistrées? Pourquoi les méthodes sophistiquées de construction submergée n'ont-elles pas été expliquées en détail? Pourquoi les vidéos d'inspection ont-elles été discrètement archivées plutôt que rendues publiques comme des réalisations techniques remarquables? Même certains éléments structurels présentaient des préoccupations, des joints trop précis, des surfaces trop raffinées sous des mètres de boue, des détails architecturaux trop cohérents pour une infrastructure supposément construite dans des conditions sous-marines difficiles. Des détails paraissant moins comme une construction hâtive sous des bâtards d'eau temporaires et davantage comme un artisanat posé et exécuté en plein air. Ce que les baisses du niveau d'eau révélèrent furent des structures ne correspondant pas aux pratiques documentées de construction de ponts, ne correspondant pas à des fondations enterrées pratiques et ne correspondant même pas les unes aux autres dans leur date de construction supposée. Au lieu de cela, elles constituaient un vocabulaire architectural étrange, un qui semblait couvrir plusieurs siècles, mais restait d'une certaine manière cohérent, proportionné et impossiblement orné pour une infrastructure submergée. La surprise initiale arriva avec l'ornementation elle-même. Ce n'étaient même pas de simples colonnes de soutien conçues purement pour une fonction structurelle. C'étaient des piliers élaborés architecturalement, des fondations façonnées avec des proportions décoratives, des détails sculptés, préservant leur complexité parfaitement malgré des siècles sous l'eau, et des surfaces de pierre disposées avec un but esthétique, presque comme les portions inférieures de grands monuments plutôt que des supports de ponts enterrés. Certaines fondations étaient si élaborément sculptées que les ingénieurs supposèrent que les décorations devaient avoir été ajoutées près de la surface de l'eau. Mais l'inspection détaillée prouva que l'ornementation continuait uniformément vers le bas, maintenant une qualité constante 30, 40, 50 mètres sous le lit moderne de la rivière. Maçonnerie raffinée, fioritures architecturales et éléments de design générant plus de mystère que de solutions. Et puis arriva la caractéristique qui confond encore les chercheurs actuellement, l'échelle massive des structures inférieures. Officiellement, les ingénieurs les expliquèrent comme nécessaires pour la stabilité dans des lits de rivières instables. Mais rien à leur sujet ne correspond aux calculs techniques documentés ou aux principes de conception de fondation. Ces fondations étaient trop grandes, trop profondes et trop élaborées architecturalement, comme si elles avaient été conçues pour supporter des ponts 3 ou 4 fois la taille de ce qui enjambe actuellement au-dessus. Certaines bases de piliers étaient assez larges pour supporter des structures de la taille de cathédrales, d'autres comportaient des chambres internes et des passages, presque comme les fondations pour des bâtiments monumentaux massifs plutôt que de simples traversées de rivières. Les ingénieurs d'inspection les décrivirent dans des rapports confidentiels comme infrastructures disproportionnées, pas simplement surdimensionnées pour la sécurité, mais dimensionnées pour des structures qui n'existent pas, bien que personne ne puisse préciser ce que ces structures auraient pu être. Une autre particularité émergea dans la cohérence des méthodes de construction. Il ne s'agissait pas d'anomalies isolées sur des ponts individuels. Les équipes d'inspection découvrirent des profondeurs impossibles similaires sur des dizaines de ponts couvrant des milliers de kilomètres. De l'Elbe à la Seine, du Potomac au Mississippi, le motif se répétait, des fondations s'étendant à des profondeurs bien au-delà de leurs spécifications documentées, des ouvrages ornementaux positionnés où ils n'auraient jamais dû être vus, une qualité de construction suggérant une construction en plein air plutôt qu'un assemblage sous-marin. Cela généra une possibilité troublante. Ces ponts n'ont peut-être pas du tout été construits au-dessus de rivières. Ils ont peut-être été construits au-dessus de vallées sèches, sur un sol plat
utilisant des techniques de construction appropriées pour des monuments terrestres plutôt que pour des traversées de rivières. Plus les inspections progressaient, plus les preuves géologiques devenaient étranges. Les échantillons de carottes prélevés autour des fondations révélèrent des motifs d'accumulation de sédiments n'ayant aucun sens pour de la boue de rivière déposée graduellement. Certaines couches semblaient avoir été déposées rapidement, presque catastrophiquement. D'autres montrèrent des preuves d'écoulement d'eau massif qui auraient nécessité des volumes de rivières dépassant de loin tout ce qui figure dans l'histoire documentée. Mais la découverte produisant le plus de perplexité fut les restes de végétation trouvés dans les couches de sédiments adjacentes aux fondations profondes. Système racinaire fossilisé, matière organique préservée, composition de sol indiquant que ces fondations se dressaient autrefois dans des environnements terrestres, non aquatiques. Pourtant, elles étaient localisées à des profondeurs qui auraient dû être sous l'eau depuis des millénaires, selon les modèles géologiques conventionnels. L'explication autorisée fournie ultérieurement, événement d'inondation localisé, changement graduel du lit de la rivière. Mais cela ne rend pas compte de pourquoi les preuves organiques émergent à des profondeurs cohérentes à travers plusieurs rivières sur plusieurs continents, non dispersées aléatoirement, mais positionnées systématiquement, comme si un événement singulier avait enterré tous ces ponts à des profondeurs similaires, simultanément. Peu après ces découvertes, quelque chose d'étrange commença à se produire. Des zones d'inspection furent fermées. La documentation vidéo fut classifiée. Les portions profondes de certaines fondations de ponts furent isolées d'une investigation continue. Une partie de ceci fut officiellement désignée comme des préoccupations de sécurité nécessaires pour empêcher que des vulnérabilités d'infrastructures ne soient rendues publiques. Mais les choix concernant quel pont restreindre l'accès en premier et quelles données d'inspection supprimer générèrent des questions discrètes parmi les témoins, car les structures scellées de tout examen ultérieur étaient invariablement celles contestant le plus la chronologie autorisée. Les piliers impossiblement profonds, les sections submergées élaborément sculptées, les fondations surdimensionnées, les preuves géologiques suggérant un enterrement rapide. Ces ponts étaient possiblement la découverte la plus significative de toutes. Ils n'étaient pas des anomalies isolées. Ils étaient des composantes d'un motif systématique, un réseau de traversées paraissant moins comme des projets de construction individuels et davantage comme un système d'infrastructures coordonné. Alignés selon des spécifications similaires, construits avec des techniques comparables, décorés avec des traditions esthétiques apparentées, comme s'ils appartenaient autrefois à un réseau de transport substantiellement plus vaste, un qui reliait des territoires bien avant qu'aucune civilisation que nous reconnaissons ne possédât supposément de telles capacités. Et pourtant, presque aussi rapidement que la sécheresse les révéla, la montée des eaux les dissimula à nouveau. Leur profondeur non vérifiée, leurs implications inexplorées, leur présence discrètement éliminée du discours technique public. Lorsque vous examinez les suites des programmes d'inspection, quelque chose devient impossible à ignorer. Les investigations ne se conclurent pas, elles furent interrompues, non achevées, non résolues, interrompues. Plus les équipes d'inspection progressaient, plus le caractère de leurs rapports se transforma. La documentation initiale était technique, presque routinière. Mais vers la fin, le langage devient restreint, vague et étrangement incomplet, comme si quelqu'un d'autre contrôlait soudainement ce qui pouvait être documenté. Et c'est là que le mystère ultime commence. Car les fondations les plus profondes qu'elles accédèrent sous les ponts majeurs n'étaient pas typiques. Elles n'étaient même pas pratiques. Elles n'étaient pas expliquées par une méthodologie de construction conventionnelle. Elles étaient quelque chose d'entièrement différent. De multiples rapports confidentiels, les quelques-uns circulant parmi les ingénieurs structurels, décrivirent des fondations se transformant abruptement de l'explicable à l'impossible. Des structures de soutien si profondes que l'équipement de forage moderne peinait à atteindre leur base. Des chambres sculptées intégrées dans les fondations de piliers 40 mètres plus bas. Des espaces architecturaux conçus pour des fins bien au-delà du simple support de pont et une construction s'étendant au-delà des zones de fondation cartographiées,
continuant dans des profondeurs inexplorées sous les cités modernes. Mais voici l'aspect qui est toujours dissimulé. À mesure que les niveaux d'eau se normalisèrent, aucune étude exhaustive ne fut achevée. Les fondations les plus anormales furent celles laissées non documentées. Les ingénieurs décrivirent l'eau revenant avant que les inspections complètes ne puissent être menées, l'accès étant restreint avant que les mesures ne puissent être finalisées, les images étant archivées avant que l'analyse ne puisse être achevée. Ce ne fut pas graduel, ce fut rapide. L'explication autorisée, contraintes budgétaires, priorités concurrentes, achèvement d'évaluation structurelle. Mais s'il s'agissait uniquement d'achever des inspections standards, pourquoi les fondations les plus inhabituelles, les plus profondes, les plus historiquement significatives, furent-elles celles laissées non examinées? Et pourquoi des inspections superficielles conventionnelles furent-elles poursuivies sur des structures moins remarquables? Cela n'a pas de sens à moins que ces fondations profondes ne posent une variété différente de menaces, pas structurelles, historiques. Car si les ponts d'Europe et d'Amérique du Nord affichaient véritablement une construction à des profondeurs impossibles pour leurs époques documentées, et si certaines de ces fondations suggéraient une construction en plein air plutôt que sous l'eau, alors le récit complet accepté de l'histoire récente commence à s'effondrer. Imaginez ce que cela signifierait si les ponts modernes enjambant nos rivières n'étaient que les vestiges supérieurs de structures beaucoup plus vastes, construites lorsque le niveau du sol était des mètres plus élevé, avant qu'un événement catastrophique n'enterre leur base et ne remplisse les vallées d'eau. Imaginez ce que cela signifie si les ponts n'ont pas été construits au-dessus de rivières, mais au-dessus de terres devenues ultérieurement rivières par transformation géologique rapide. Et peut-être est-ce pourquoi les découvertes des basses eaux furent discrètement oubliées, non pour sauvegarder l'infrastructure, mais pour sauvegarder le récit. Les images d'inspection restantes racontent leur propre histoire. Des ingénieurs positionnés près de fondations s'étendant impossiblement profondément. Une ornementation suggérant une construction en plein air. Des proportions impliquant des superstructures disparues. Ce ne sont pas les variétés de découvertes que les historiens préfèrent aborder. Ce sont les variétés qu'ils préfèrent ne pas reconnaître du tout. Et cela nous amène à la question ultime. Pourquoi les fondations les plus profondes, l'architecture submergée la plus élaborée, les structures géologiquement les plus problématiques, furent-elles laissées non examinées lorsque les niveaux d'eau revinrent? Car lorsque vous prenez du recul, la configuration devient apparente. Les profondeurs impossibles furent resubmergées. Les sculptures profondes ornées furent resubmergées. Les fondations surdimensionnées furent resubmergées. Les preuves de sédiments catastrophiques furent resubmergées. Et même des portions de la documentation d'inspection disparurent, presque comme si la sécheresse avait par inadvertance révélé un chapitre d'histoire qui n'était pas censé refaire surface. Un chapitre suggérant des niveaux de sol de mètres plus élevés qu'actuellement. Un chapitre suggérant une transformation géologique rapide plutôt qu'un changement graduel. Un chapitre suggérant un événement catastrophique récent ayant enterré l'infrastructure existante et créé nos rivières actuelles. Un chapitre plus récent qu'on nous enseigne à croire. Et pendant un bref instant dans notre décennie, les eaux reculèrent suffisamment pour le révéler, mais plutôt que de l'investiguer à fond, nous avons permis aux eaux de monter à nouveau, resubmergées, archivées, oubliées ou fin de l'être. Car si les ponts majeurs d'Europe et d'Amérique du Nord reposent sur des fondations construites pour un monde différent, alors la véritable question n'est pas ce qui fut révélé durant les sécheresses. C'est ce qui demeure encore sous les eaux du monde. Quels autres ponts, quelles autres fondations, quelles autres structures attendent dans des profondeurs qui furent autrefois de la terre sèche? Les inspections de ponts n'étaient pas simplement une évaluation d'infrastructures. Elles furent un aperçu, un bref aperçu par inadvertance d'une version de l'histoire que nous n'étions jamais censés témoigner. Car si c'est ce qu'une sécheresse révéla, imaginez ce qu'un drainage complet montrerait. Quelque chose construit avant que les eaux n'arrivent, quelque chose d'avant le déluge.